J'ai eu la chance de m'entretenir avec le chef du parti Avenir canadien, un nouveau parti sur la scène fédérale qui se présentera à ses premières élections en 2025. Son chef, Dominique Cardy, positionne le parti au centre dur, donc un parti qui est prêt à faire des compromis et de prendre les décisions difficiles pour les Canadiens. Il prône un Canada fort avec une identité nationale forte, ainsi qu'une certaine réforme des institutions politiques pour permettre à chaque député de faire valoir les intérêts de sa communauté au lieu de suivre une ligne de parti trop dure et peu flexible. Avec une centaine de candidats qui se présenteront aux prochaines élections, il souhaite que le Parti libéral et le Parti conservateur lui volent ses idées, ça va être le titre de sa campagne, Volez-nous nos idées, pour que le Canada soit de plus en plus fort face aux menaces incessantes à l'international. Cette vidéo s'inscrit dans une mini-série que j'ai décidé de faire sur cette chaîne, soit de discuter avec tous les chefs ou les représentants de chaque parti minoritaire qu'on n'est pas habitué de voir dans les sondages. Donc ceci est la première, la prochaine s'en viendra dans 2 jours. Donc si vous voulez me suivre dans cette aventure, abonnez-vous, mettez un like sur cette vidéo et commentez en commentaire ce que vous pensez de chacun des partis. Ça me ferait un extrême plaisir de pouvoir discuter avec vous. Avec tout ça, je vous lance la première question et la prochaine demi-heure sera l'entrevue. Merci beaucoup d'être avec moi. Bonne écoute. Pour ma première question, je lui ai demandé comment elle se sentait d'avoir des élections aussi précoces cette année et s'il y avait des candidats qui se présentaient au Québec pour que vous puissiez voter pour lui. Oui, absolument. Mais malgré le fait que c'est une élection un peu précoce, pas de problème avec ça. C'est la décision du gouvernement quand les élections déclenchent. Mais mon parti, notre conseil fédéral, on a eu pris une rencontre en décembre et on a dit que, regarde, si l'élection déclenche avant la fin de mars, je m'excuse, c'est presque comme 100 jours après notre premier congrès comme parti. Peut-être on va décider de juste donner une pause et attendre après l'élection pour bâtir le nouveau parti. Parce que c'est un projet qu'on prend comme sérieux. C'est vraiment quelque chose d'important, je pense. Et si tu es en train de créer un nouveau parti, ça a besoin d'être comme on a jasé avant, on a commencé d'enregistrer. On n'essaie pas de devenir un nouveau parti Rhinoceros ici, mais aussi pas un parti vert ou les autres partis. On essaie de créer de prendre un nouveau espace dans le spectre de politique canadien. En réponse à ton question, absolument, on va voir les candidats au Québec. On a une membre de mon conseil fédéral, Denis Blanchette, du Hall du Québec, qui est un ancien député néo-démocrate. Quelques autres anciens députés qui nous appuient aussi, qui vont nous aider pendant la campagne. Maintenant, nous sommes en processus de faire l'approbation des candidats. On a un processus qui est beaucoup plus sévère que les autres partis parce qu'on prend comme sérieux l'intergérence étrangère. C'est une question pour le pays en grand, mais pour un parti comme le mien qui est vraiment préoccupé avec la question de le populisme, les attaques contre le Canada, des dictateurs, etc., c'est absolument important d'avoir ces protections. Et on peut voir ça avec le candidat de M. Carney, et même c'est un député qui était déjà élu, qui est en trouble aujourd'hui en Toronto pour dire que, j'imagine que tu as entendu l'histoire, il a quelqu'un qui a dit dans une entrevue que les gens qui sont contre lui dans la politique, il va les envoyer dans l'ambassade de Chine qui peut être pris en Chine pour être tué. C'est absolument épouvantable. On veut éviter d'avoir les gens comme ça oublié comme candidat, mais même d'être membre du parti. J'espère que M. Carney va prendre ça comme sérieux et prendre l'action contre cet député pour lui enlever du caucus, enlever du parti et dire qu'il ne peut pas présenter comme candidat dans cette élection. C'est inacceptable. Comme vous pouvez le remarquer, il élabore beaucoup sur mes questions, donc c'est un peu le cas pour toute l'entrevue, donc vous n'allez pas me voir souvent, mais pour la prochaine question, je lui avais demandé où se situait sa base de supporters. On voit l'appui il y a comme tu as dit, c'est un nouveau parti, alors c'est difficile dans la première élection de dire vraiment où qu'on va prendre vraiment beaucoup de votes dans les prochaines élections. Aujourd'hui, dès que le commencement du parti, on a vu un niveau de soutien ici en Atlantique, parce que c'est probablement parce que je suis assez bien connu dans ce coin de le pays, parce que je suis l'ancien ministre de l'Éducation ici au Nouveau-Brunswick et une longue expérience en politique. Mais l'Alberta est une autre province où on a beaucoup d'appui. Et j'imagine que là-bas, parce qu'ils ont vu un gouvernement qui était peut-être trop à gauche, et après ça, un gouvernement avec Mme Smith qui est absolument, de mon avis, trop droite. Et il veut voir quelque chose qui est au centre. Mais je dis toujours que ce n'est pas un centre mouillé qui est juste pour être un petit peu comme les gauchistes, un petit peu comme les droitistes. Je dis toujours que c'est un centre dur, comme les bonbons. C'est quelque chose qu'on veut
vraiment ciblé que d'être au centre, ce n'est pas d'éviter de prendre les choix difficiles, mais de les embrasser, malgré le fait que peut-être ça peut être les solutions rejetées par les gens à l'extrême gauche et à l'extrême droite, qui rendent beaucoup plus difficile d'arriver à une destination positive parce que tu as besoin de confronter deux forces qui sont en position des deux côtés. Mais si c'est la seule manière de livrer les politiques qui peuvent vraiment améliorer les conditions de vie pour les Canadiens, qui est supposé d'être notre tâche comme politicien, ça vaut la peine. Après avoir fait quelques recherches sur le parti, j'ai vu que sa position était un peu entre le Parti libéral et le Parti conservateur. Je lui ai demandé si c'était le cas. Oui, ce n'est pas entre les autres partis, c'est basé sur l'évidence. On a un système aujourd'hui qui a créé presque 200 ans passés maintenant. On peut dire que les racines sont dans la Révolution française, où les gens qui étaient un côté de la présidente de l'Assemblée étaient à la droite, l'autre côté était à la gauche. Les partis changent. Regarde les changements dans le Parti libéral. Les membres du cabinet de M. Carney sont en train de dire l'inverse de ce qu'il a dit 2 mois passés quand il était ministre avec M. Trudeau. Ça, c'est leur, je ne vais pas dire rien contre ça, c'est leur choix d'agir comme ça, mais alors ce n'est pas une centre entre les positions d'aujourd'hui des deux partis, c'est plutôt une réjection de cette idée qu'après 200 ans, que ça fait encore du bon sens d'avoir un système basé sur la gauche et la droite. On a essayé les idées gauchistes, on a essayé les idées droitistes pendant les dernières centaines d'années, et on peut voir qu'est-ce qui marche. Qu'est-ce qui se marche? C'est un marché assez ouvert, avec les restrictions pour protéger les droits des travailleurs et pour assurer le bien-être social de tout le monde, encadré dans un système qui donne la priorité à la protection des droits et la règle de loi, les élections, tous les autres, le droit de parole, de travailler ensemble, tout ça. Mais c'est là où on a besoin de créer notre nouveau espace dans la politique moderne, je pense, et de dire, OK, vous, peut-être une académique, un parti de gauche à droite, tu présentes ton idée, tu ne peux pas le justifier parce que c'est gauchiste ou droitiste. Tu as besoin de le justifier parce que tu peux démontrer que ça marche. Et après une centaine d'années maintenant, avec des différentes expériences et l'expérimentation gauchiste et droitiste, on a une idée qu'est-ce qui marche. Alors pourquoi pas utiliser ça comme une fondation d'analyse pour développer les nouveaux politiques? Alors je suis peut-être, tu peux dire aujourd'hui, dans quelques instances gauchistes, d'autres instances droitistes, mais les principes ne devraient jamais changer, malgré les changements dans les partis. Les partis sont simplement les véhicules pour livrer les idées en réalité. Et j'essaie de créer un parti qui abandonne cette idée que si tu es comme les conservateurs, tu ne peux pas appuyer les nouveaux programmes gouvernementaux parce que tu as besoin de soutenir les réductions dans l'impôt. OK? Pourquoi? Peut-être des fois, c'est important d'augmenter la quantité et qualité d'un programme gouvernemental à la même temps de réduire les impôts. On a fait ça au Nouveau-Brunswick. Quand j'étais ministre de l'Éducation, j'ai augmenté le budget pour mon ministère de 1 milliard à 1,5 milliard dans 4 ans, à la même temps qu'on a réduit les dépenses et balancé le budget pendant tout le temps que j'étais en gouvernement. Ce n'est pas impossible. Juste à côté de gauche, pourquoi qu'on ne peut pas regarder nos institutions publiques et créer les réformes pour les améliorer? Ce n'est pas une attaque, par exemple, contre le système de santé. Si on propose quelque chose que mon parti va proposer dans notre plateforme, de dire que donne les chirurgiens l'opportunité de louer les salles dans les hôpitaux le soir, les fins de semaine, pour faire leur travail, parce que ça peut augmenter les salaires des chirurgiens, augmenter le montant d'argent dans le système public, parce que si les chirurgiens ont besoin de louer l'espace, ils payent au gouvernement provincial, et ça réduit le nombre de gens qui attendent pour les chirurgies. Et les gens qui ont assez d'argent, ils le réinvestissent dans notre propre système public. Alors ça, c'est une idée que pour les gauchistes, c'est effrayant. On a les gens riches qui achètent de soins. Les gens à droite, ils disent c'est inacceptable, ce n'est pas vraiment un système compétitif, c'est encore pleinement encadré dans le système public. Pour moi, ça, c'est une politique exactement où je veux être. La protection du public en grand et l'utilisation des forces économiques de libre marché pour améliorer les programmes gouvernementaux et universels. Pourquoi pas? Et c'est le fait que les partis sont tellement pris par les idéologies qui sont franchement mortes, et c'est pour ça qu'on voit la déconnexion entre le public et les politiciens.
Et c'est seulement dans un temps de crise nationale qu'on peut voir aujourd'hui que les gens retournent et disent, OK, on a besoin de prendre attention ici, notre indépendance maintenant est en risque. Mais avant ça, on avait ce gaspillage de temps entre les extrêmes droitistes et gauchistes pendant les derniers 10 ans, les divisions basées sur les guerres culturelles qu'on a importées des États-Unis. C'est la niaiserie comme ça qu'on a besoin de se dire non, on arrête ça. Au Canada, on protège les droits des individuels absolument 100%. Tu peux être en amour avec qui tu veux, vivre comme tu veux. Mais quand on arrive dans le système public, hors de ton vie privée comme citoyen, qu'on a besoin de protéger 100%, on va tout agir en utilisant les mêmes sets de règles, le même groupe de règles pour guider nos actions, notre comportement. Et pour moi, ça c'est une idée assez radicale que c'était nécessaire de créer un nouveau parti pour essayer de pousser ces idées. Et malgré le manque de temps entre aujourd'hui et cette élection, j'espère qu'on a l'idée de nommer notre plateforme « S'il vous plaît, volez nos idées ». Et parce que c'est ça qu'on veut faire. Parce qu'en grand, pour un nouveau parti, un petit parti, un start-up party, notre tâche est de nous introduire aux Canadiens, des bonjours, mais en même temps d'essayer d'implanter les idées de notre parti dans les deux anciens partis qui ont, comme j'ai déjà mentionné, une obsession avec les anciennes idéologies qui créent un déficit de nouveaux politiques qui peuvent vraiment adresser les problèmes d'aujourd'hui. Les gens sont en bris, les problèmes de protéger notre indépendance contre les Américains, système de santé, etc., etc. On ne voit pas grand-chose de nouveau aujourd'hui. Et c'est là où je pense qu'on a vraiment besoin de l'innovation pour une nouvelle ère, parce que le monde a changé assez rapidement dans les dernières quelques ans. Ma prochaine question portait sur son slogan et son image pour la prochaine campagne. Oh, mais le slogan qu'on utilise comme parti était pas à gauche, pas à droite, mais en avant. Mais pour notre plateforme, on joue avec l'idée de nommer la plateforme voler. Les libéraux conservateurs volent nos idées, s'il vous plaît. Et parce que c'est une autre chose que je trouve que les gens n'aiment pas du tout avec les politiciens aujourd'hui, et cette obsession avec être désagréable tout le temps. Et pourquoi pas qu'on peut dire que, regardez, même M. Poilievre et M. Carney, s'ils assoient ensemble, il va être en accord sur au moins 50% des dossiers. Au moins. Probablement plus. 10, 15, 20 ans passés, quand on n'avait plus un système basé sur le consensus, probablement 80% des chefs seraient en accord avec 80% des dossiers. Alors, si on peut être agréable et dire, comme j'ai dit cette semaine, que je trouve que M. Carney a pris quelques décisions qui étaient absolument correctes. Et comme chef de mon pays, je vais le soutenir. Pas de problème. Ça ne veut pas dire que je suis libéral ou j'ai aucune intention de soutenir son parti en grand, mais c'est juste quelque chose de positif. Je trouve que c'est un peu plus difficile avec M. Poilievre parce qu'il est assez pris dans son position assez difficile de décider s'il va entrer en campagne pour un Canada indépendant ou pour ces militants plutôt MAGA qui ne sont pas nécessairement convaincus qu'on devrait être en conflit avec M. Trump. Ça réduit son impact dans la campagne et c'est clair qu'on peut voir ça avec son chute dans les sondages. Mais pour juste prendre un exemple positif, il a parlé la semaine passée qu'on a besoin de former et il veut former 30 000 nouveaux Canadiens qui peuvent travailler dans la main-d'œuvre. C'est clair, on a un déficit dans les électriciens, les plombiers, partout dans le pays. Mais je vais, malgré mon félicitations pour cette politique, je veux dire, regarde, c'est le ministre de l'Éducation. Je connais qu'il n'y a pas grand monde qui sont là pour former ces 30 000 personnes. Alors, si on veut être sérieux, on a besoin de créer un groupe dans notre système d'immigration pour attirer les gens avec les qualifications comme ça. Parce que sinon, on ne va pas avoir les gens pour bâtir les maisons. On n'a pas assez de temps pour former les jeunes Canadiens de travailler dans le main-d'œuvre dans les prochains. Ça va prendre 10 ans. Alors, si nous sommes sérieux d'adresser le problème de manque de logement, etc., le fait qu'on a besoin de bâtir des millions de nouvelles maisons, on a besoin d'utiliser les immigrants. Mais pour M. Poilievre, il a pris dans son ancienne idéologie qui dit maintenant que l'immigration, c'est terrible. Alors, c'est difficile pour lui d'être 100% honnête, malgré le fait qu'il a identifié un problème. Et pour être égalitaire, M. Carney, comme j'ai déjà mentionné, fort contre M. Trump cette semaine.
je lui applaudis absolument pour ça. Le fait qu'il a rétabli une relation basée sur au moins le fait que le président des États-Unis nous dit que nous sommes un pays, qu'il est le premier ministre et aucune mention d'annexation. C'est M. Trump, alors ça peut changer complètement dans 10 minutes, mais au moins une journée où on a vu un retour à une politique un peu plus normale entre nos deux pays. Mais à la même temps, la même journée qu'il a cette discussion avec M. Trump, on voit qu'il tolère cette députée de Toronto qui est en train de dire à l'opposition qu'il est prêt pour contribuer à l'assassination par un gouvernement étranger. Il y a un conflit là. Alors, pour les deux, ils ont besoin d'adresser ces conflits structurels dans leur parti parce que sinon, ils ne sont pas capables de gérer les grands dossiers pour le bien-être de tout notre pays. Alors, on a besoin d'avoir un parti qui est là 100% pour le Canada. Mon parti est là. On appuie le système d'immigration. On appuie attirer les gens dans notre pays. Mais on a besoin d'avoir l'assurance qui va être intégrée, pas d'abandonner leur ancienne culture, mais intégrée dans ces éléments qui sont nécessaires pour une vie collective et positive. Adhérer aux élections régulières, la démocratie, la règle de loi, etc. Toutes les choses qui identifient le Canada comme un membre des pays démocratiques occidentaux. On a besoin de renforcer ça et avoir aucune honte de le faire. Et si on peut arriver à une position qu'on peut défendre nos traditions et aussi le fait qu'on a presque seul comme pays d'avoir une tradition d'analyser nos fautes anciennes. Ça, c'est quelque chose qui est presque unique dans le monde. Il y a beaucoup même des démocraties. J'ai souligné la Pologne, qui est démocratie absolument, contribue énormément à la défense collective de l'Occident et à la défense de l'Ukraine dans son guerre contre l'agression des Russes. Mais en même temps, dans la Pologne, c'est illégal de discuter le fait que les citoyens polonais, pendant la Deuxième Guerre, beaucoup d'entre eux, pas une majorité de tout, pas même une grande minorité, mais un groupe de citoyens polonais ont aidé les nazis. Et c'est illégal de discuter ça. En Canada, on regarde notre histoire et on a l'habilité de le critiquer. Je pense qu'on a allé trop en quelques instances et on devrait, comme quelqu'un a dit, ajouter le nombre de statuts et pas les briser. Mais c'est encore quelque chose qui nous rend presque unique dans les pays du monde aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on devrait regarder comme quelque chose qui nous renforce, que ce n'est pas une faiblesse. Mais c'est encore le projet d'essayer de créer une nouvelle identité canadienne, pas basée sur l'idée de M. Trudeau que c'est une espèce de postmodernisme ici, qu'on va l'idée que l'État est une idée qui a de l'ancienne histoire. C'est fou ça. On peut voir aujourd'hui que la politique est réelle. On voit ça avec nos frontières, avec les Russes, avec les Américains. C'est clair que la politique est quelque chose qui peut nous impacter. On a besoin d'avoir une identité collective pour nous soutenir pendant les années qui arrivent, qui va être incroyablement difficile en comparaison avec les dernières centaines d'années, j'imagine. Probablement pire que pendant la Deuxième Guerre, parce qu'il y a un risque qu'on va être engagé directement dans la guerre qui vient. La guerre qui a déjà commencé en Europe, qui est en train de... Absolument, ça va commencer en Chine, entre Chine et Taïwan dans les années qui arrivent. On a un bout de temps pour nous préparer aujourd'hui et juste comme notre système de défense nationale est essentiel pour nous protéger, une identité nationale est également essentielle. Et c'est ça qu'on peut voir en Ukraine. Le président est juif, le ministre je pense, est musulman, un pays grandement chrétien, des gens qui ne croient pas dans le Dieu, les autres religions, travaillent ensemble parce qu'ils ont une identité commune qui leur donne la solidarité de créer un projet de société autour de l'indépendance de l'Ukraine. Et c'est ça que, jusqu'à ce point, on manque. Mais je suis assez rassuré. La dernière semaine, on voit les drapeaux canadiens. Quand M. Legault sonne comme un nationaliste canadien d'une ancienne génération, on peut voir qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais à la même temps, on voit comme on a peut-être une version de la Crimée en Alberta avec Mme Smith qui dit que peut-être on peut jaser avec les Américains. C'est ça qui va, les problèmes comme ça vont épanouir si on ne commence pas de les adresser
de pousser contre les gens qui ne sont pas ici pour le Canada. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de dire 100% que nous sommes ici pour l'indépendance de notre pays. Et je pense que pour les Québécois, avec le fait que les Américains ne comprennent pas que la langue française, le fait francophone en Amérique du Nord est quelque chose qui est important, il y a raison pour nous tous de travailler ensemble pour repulser ces attaques rhétoriques, les attaques politiques aujourd'hui. Mais si on ne les pousse pas contre ça, ça peut tourner à quelque chose de beaucoup plus direct et dangereux dans les mois et les années qui arrivent. Je lui ai ensuite demandé de renchérir sur le fait d'avoir une identité forte pour les Canadiens. Ça, c'est une opposition sur la culture, mais ça a besoin d'être lié, comme j'ai dit. Ça, c'est le travail de soft power, un côté, où on a besoin d'avoir une discussion entre les Canadiens, de dire, mais c'est quoi notre pays en 2025? C'est clair d'être seulement pas américain, ce n'est pas assez. On a besoin de créer quelque chose de nouveau. Et de créer une culture, c'est la tâche des citoyens et citoyennes qui existent aujourd'hui dans un pays. Alors, c'est à nous de décider ça. Mais en même temps, la chose qu'on a besoin de vraiment cibler presque toute l'attention de notre gouvernement est de qu'est-ce qu'on va faire pour protéger notre indépendance. Et je dis toujours que si on décide que oui, le Canada devrait rester indépendant, il y a une seule voie qu'on peut prendre. Et c'est de créer dans le Canada un grand pouvoir militaire et démocratique dans le nord d'Amérique du Nord. C'est la seule option. Parce que rien d'autre va nous protéger. Nos alliés en Europe sont trop loin, sont préoccupés avec les Russes. Et c'est raisonnable pour eux autres de dire on a besoin de défendre l'Ukraine et aussi leur propre pays. Et d'arriver ici, les 1000 de kilomètres à l'ouest, ça ne va pas arriver. Pas si on est en compétition ou conflit avec les Américains. Alors, on a besoin dès qu'aujourd'hui, parce que chaque journée qu'on perd le temps, le montant d'argent qu'on a besoin de dépenser et les opportunités de ne pas réussir dans cette bataille augmentent aussi. On a besoin de renforcer notre système militaire. Et c'est pour ça qu'on dit que les libéraux et les conservateurs, qui veulent les deux éviter d'avoir une conversation basée sur notre système de défense, c'est pour ça qu'ils ont une position identique, de dire qu'on va arriver à 2% de PIB dans 5 années. C'est fou, ça. Ça, c'est une cible de 10 ans passés dans un autre monde. Aujourd'hui, on a besoin de confronter les Chinois, les Russes, les Américains, et de dire que 2%, et 2% qui est aussi basé sur l'achat des systèmes militaires des Américains, c'est fou. Et alors, si on prend notre indépendance comme sérieux, on a besoin d'annuler les contrats avec les Américains, acheter seulement des produits militaires des autres démocraties pour assurer qu'on peut les utiliser dans les années qui arrivent, dans les conflits qui arrivent, mais aussi d'augmenter l'habilité du Canada d'être protégé ici dans notre terrain. On a besoin de créer un système de défense civile. On a besoin d'offrir aux Canadiens l'opportunité d'être formés dans les premiers soins, d'avoir des opportunités pour les Canadiens d'avoir leur brevet j'ai oublié en français, le certificat pour utiliser les armes. Pas besoin de donner les armes aux gens, mais si on démontre aux Américains et aux Russes, presque la même chose aujourd'hui, que c'est une population qui est prête pour pas seulement mettre les drapeaux sur nos voitures, mais aussi de nous préparer pour tout qui peut venir. Ça ne coûte pas trop d'acheter les petites armes pour défendre nos communautés, malgré le fait qu'on n'a aucune chance contre les Américains dans un conflit militaire à militaire. Mais pour les prochaines années, quand on prépare de devenir un nouveau pouvoir du Nord-Amérique du Nord démocratique, entre-temps, on a besoin de démontrer à nos ennemis potentiels que nous sommes capables de rendre difficile une attaque contre le Canada. Et c'est fou qu'on a besoin de parler comme ça, mais ce sera encore plus fou si on évite d'avoir ces conversations, parce que les gens qui pensent de nous attaquer sont en train de planifier ces attaques. Et l'idée que les intentions des Américains vont changer si on reste tranquille ici au Canada et ne dit rien, c'est bizarre ça. Je me souviens mes journées dans l'école primaire. S'il y a quelqu'un qui arrive et te frappe dans le visage, si tu juste dis rien et recule,
il va arriver le demain matin à faire la même chose et le prochain jour la même chose. Il y a un point où on a besoin de dire non, arrête et démontrer exactement qu'est-ce qui va arriver si tu n'arrêtes pas. Et cette leçon est quelque chose que je pense que nous étions chanceux comme pays, qu'on n'avait pas besoin de parler dans cette manière pour les décennies et les décennies. Mais le monde a changé. On n'a pas pris assez d'avantages de notre position supérieure dans le monde les dernières décennies pour bien préparer pour ce moment. Mais on a encore un peu de temps et j'espère qu'on va prendre davantage et je vais faire tout que je peux pour pousser notre système politique en une direction qui va nous protéger et créer ce grand pouvoir démocratique au nord de ce continent. Ma prochaine question portait sur le nombre de candidats qu'il pensait présenter aux élections 2025. Je sais que dans cette élection qui est assez divisive, mon parti va avoir probablement 80 à 100 candidates partout dans le pays. Des super bons gens que j'ai déjà dit vont être évalués pour assurer qu'ils sont de haute qualité, qu'ils sont préparés pour représenter les Canadiennes dans la salle de chambre de communes. Mais je veux dire une chose. Les autres partis, quand les députés sont élus, ils ont besoin de suivre l'avis des chefs dans toutes les instances. Ça, c'est notre système. Le système britannique, que mon parti appuie, dit que les députés, sauf que dans les éléments dans la plateforme électorale, que je pense que c'est comme un contrat entre les élus et la population, et là, j'ai une expectation que les élus, si on a, les gens qui sont élus dans mon parti, on a besoin de voter pour ces politiques. Ça, c'est dans notre plateforme. Mais on parle de ça. C'est la tâche du chef du parti de gagner l'appui de chaque député pour les idées du parti. Et la responsabilité aussi de chaque député pour essayer de convaincre les autres députés et aussi moi comme chef pour prendre leur position. Alors, si tu votes pour un candidat du Parti Avenir canadien, tu vas avoir une représentative pour ton voix à l'Ottawa. Les autres partis, ça va être un vote pour M. Carney, M. Poilievre, pour leur voix dans ton coin. Ça, c'est la différence. Et mes députés vont avoir la liberté de voter avec les libéraux, les conservateurs, si c'est dans le bien-être des Canadiens. Et ça devrait être comme ça dans tous les partis. Et c'est un changement qui peut être pris par les chefs sans aucune dépense, aucun changement de régulation. Et on peut arriver à un système comme on peut voir dans le Royaume-Uni, où il y a les députés travaillistes qui votent contre le parti des centaines de fois. Jeremy Corbyn, l'ancien chef du Parti travailliste, fait ça, je pense, 600 fois et plus. Les conservateurs qui font la même chose. Ce n'est pas un problème. Ils sont là pour représenter leur communauté, pas seulement le parti. Alors, si tu veux voir un changement dans la manière que ton député travaille avec toi, qui n'essaie pas de cacher quand il y a un message difficile qui vient d'Ottawa, mais plutôt qu'il peut prendre les messages difficiles du Québec, du Montréal, de Gaspésie, de Fredericton et assurer qu'il va arriver dans le bureau du premier ministre ou du chef de parti pour livrer ce message et le chef a besoin d'écouter, ça améliore pas seulement les résultats pour les citoyens au terrain, mais aussi pour les politiciens et le chef, parce que le chef maintenant a besoin d'écouter ses députés. M. Trudeau, les dernières 3 ans, c'est clair, il était comme dans une petite boule. Et c'était créé par notre système, pas seulement ses tendances personnelles. Alors, c'est une manière d'augmenter la qualité du système et le seul parti qui offre ça, c'est la mienne. Alors, j'espère que les Canadiens vont nous offrir une opportunité pour servir et démontrer qu'on peut avoir un changement dans notre pays envers notre grand projet de créer ce nouveau pouvoir dans l'Amérique du Nord démocratique et fort. Et pour terminer, je lui ai demandé s'il pensait pouvoir remporter quelques sièges aux prochaines élections malgré les sondages plus difficiles pour son parti. Amen. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Hein? Le monde change chaque jour. Ici en Fredericton, j'ai été élu ici 2 fois, mais en même temps, le libéral présente une candidat super bon gars. Il s'appelle David Miles. Il est un musicien bien connu dans l'Atlantique, un ancien collègue quand j'étais dans le Parti progressiste conservateur qui présente pour les conservateurs au niveau fédéral. 2 candidats forts. Je vais faire tout que je peux, mais encore, pour moi, cette année, mon préoccupation est vraiment de pousser la politique au niveau central des 2 grands partis parce que je suis réaliste et on a besoin de protéger notre indépendance aujourd'hui. Et je suis assez heureux que à peu près une douzaine de politiques de mon parti étaient déjà adoptées par le Parti libéral ou conservateur, des fois les 2. Et
si on peut continuer dans cette direction, d'être un laboratoire démocratique au centre de notre politique, pour moi, ça serait un résultat positif dans cette élection et va démontrer notre habilité de créer une nouvelle manière de faire la politique. Et ça va nous donner une fondation pour vraiment bâtir le parti dans les prochaines années et contribuer à la défense de notre indépendance, qui, je suis assez triste de même penser sur ça, que je pense que ça va être notre seule préoccupation pour les prochaines 2-3 années au moins. Et voilà ce qui a conclu cette première vidéo de cette série. Laissez-moi savoir en commentaire si vous voulez que je change mon approche et que je change ma façon de monter cette vidéo. Je prends tous les commentaires constructifs pour essayer d'améliorer mon contenu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour en avoir plus. Et laissez-moi savoir en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez que je traite. Mais pour les prochaines semaines, ça risque d'être du contenu comme celui-ci. Merci encore une fois. On se revoit dans une prochaine. Merci beaucoup. Merci pour l'échange que tu as aujourd'hui. C'est vraiment apprécié.